Pote Pascal, bonjour. Je vous remercie de me recevoir ce matin. Je sais que vous êtes très occupé. J'aimerais vous présenter à tous les youtubeurs qui s'intéressent à toutes les choses alternatives un petit peu. Vous êtes connu ici dans la région du Languedoc comme proposant à toutes les personnes des semences permettant d'avoir des légumes qui poussent pratiquement sans eau. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous proposez exactement aux personnes, ce que vous avez réussi à faire? Ah, ça c'est un peu compliqué, Oui. mais en fait tous nos légumes poussent oui, sans eau, parce que pour une bonne raison, c'est que au départ, comme j'avais absolument pas d'argent et que je voulais avoir des terrains, et ben, le seul moyen d'avoir des terrains, c'est de prendre les terrains dont personne ne veut. Parce qu'il n'y a rien qui y pousse, qu'il n'y a pas d'eau et qu'il n'y a que du rocher et que ça intéresse personne. D'accord. C'est beaucoup moins cher que les terrains que tout le monde se dispute. Oui. Et vous avez réussi Donc, à voir quelle parcelle de terrain alors pour ben, démarrer? des parcelles qui sont ici, Oui. et maintenant on voit des arbres assez grands, mais à l'époque c'était vraiment de la garrigue. D'accord. Les plus grands arbres faisaient peut-être 2 mètres d'eau. D'accord. Et ça représente quelle surface que vous avez réussi à avoir alors? En gros. Ben, au fur et à mesure, on a une trentaine d'hectares là. Ah, d'accord. Mais que des bois et des terrains de garrigue, quoi. D'accord, d'accord. Donc ça suppose que vous avez beaucoup travaillé parce que pour arriver à faire de quelque chose de sauvage, de pouvoir en tirer une forme de culture, parce que c'est Oui, ni plus ni oui. moins une forme de culture ce que vous avez fait. Ah oui, oui, de toute façon, en cultivant une petite parcelle au milieu des terrains où il y a, même les arbres ne poussaient pas, maintenant il y a des arbres parce que ça communique avec les vers de terre, les bestioles, oui, et tout ça. Et bien, toutes les forêts autour des terrains que je cultive sont mises à pousser, il y a des arbres de 20 mètres de haut maintenant. Ah d'accord. Donc ça a participé à l'environnement de manière globale, ce Ah que oui, vous avez fait. là, quand je me rappelle comment c'était avant, Ouais. que je vois les montagnes juste en face, qui étaient exactement les mêmes qu'ici, et bien c'est désertique. Et ici, on se croirait presque dans le Cantal maintenant. D'accord. D'accord. Quel type de plantes vous avez réussi à adapter à ces terrains et au climat qu'il y a ici, qui est quand même un petit peu rude? Ah oui, oui, ça, parce que en été, c'est bon, en hiver c'est assez froid, il peut Oui. geler, ça dépend des années, mais il y a des années où il gèle jusqu'à moins 30 degrés, c'est arrivé il y a 6 ans. Ah quand même. Ah oui, parce que le vent vient des montagnes qui Oui. sont juste pas loin là, derrière. D'accord. Et quand le vent arrive à 100 à l'heure des montagnes et qu'il gèle là-haut, à moins 30, ici, ça se réchauffe pas, hein, c'est pareil. Oui. Et par contre, l'été, c'est, il paraît, un des endroits les plus chauds d'Europe, parce qu'en fait, il y a beaucoup de terre rouge et dénudée là, Oui. et ça fait comme un four solaire. D'accord. Et il paraît que c'est équivalent à l'Andalousie, ici. Ah bon. Ce qui fait qu'il fait souvent dans les 40-45 à l'ombre. Ce qui veut dire que les plantes ici sont soumises à rude épreuve entre des températures qui peuvent et être en très général, basses voilà, et très hautes. et en général, il ne pleut pas pendant au moins 6 mois par an. Mais c'est ce que vous m'aviez dit tout à l'heure, là, que depuis le mois de janvier jusqu'au mois d'octobre environ. Oui, jusqu'au 22 octobre. Ouais, ça fait vraiment une grande période de sécheresse là. Voilà. Bon, quand je dis qu'il n'est pas tombé une goutte, j'exagère, mais les 3 gouttes qui sont tombées, par exemple au mois de juin, ça n'a même pas suffi à mouiller un petit tricot, quoi, hein. On pouvait rester dehors, on n'était pas mouillé. Voilà. Donc ça mouille absolument pas la terre, quoi. Et malgré ça, ça vous a pas perturbé dans vos cultures? Bah, il faut s'adapter. Il faut s'adapter. Ouais. Mais quelque part, heureusement que vous avez déjà aidé vos plantes à s'adapter, parce que sinon, peut-être que celles qui sont vendues habituellement dans les grainiers habituels n'auraient pas survécu par contre. Ah non, j'ai même fait des expérimentations pour vérifier. Et non, ça donne rien. Mais ça, c'est justement une question que je voulais vous poser ensuite, qui m'intéressait beaucoup, c'est que est-ce que vous avez réussi à mettre en évidence de manière flagrante la capacité des semences que vous produisez en action à côté de semences qui sont vendues un petit peu partout? Ah oui, non seulement moi, Oui. j'ai constaté, bon, pas énormément parce que j'ai fait quelques expériences il y a une dizaine d'années, en collaboration avec des chercheurs de l'INRA d'ailleurs, enfin, et d'autres chercheurs indépendants. Oui. Et on a fait ça en aveugle et tout, comme il faut. Hein. Bon, là on a vu des choses flagrantes, mais
Après, maintenant, c'est surtout le retour de nos clients D'accord. qui nous font des retours. Oui. Et il y a des choses vraiment extraordinaires, parce que par exemple, dans des régions comme la Guyane ou la Nouvelle-Calédonie, c'est les régions, les départements, si on veut, français, Mhm. où par exemple les tomates valent les plus chères, pour la bonne raison que personne n'est jamais arrivé à produire de tomates en Guyane. Ah bon? Et ils disent que c'est impossible, tout le monde a essayé là-bas, ça crève de maladies à cause de Oui. l'humidité et tout ça. Oui. Et ben, le truc, c'est que d'ailleurs, les tomates de là-bas valent 10 € le kilo au moins, parce qu'elles viennent d'Europe en fait. Et le truc, c'est qu'il y a des clients qui nous ont acheté des graines, et ils ont fait des récoltes formidables. Ah oui. Ah bah ça c'est bien. Et en Nouvelle-Calédonie, il y a même quelqu'un qui a travaillé ici pendant 8 mois, il est parti là-bas, il a amené des graines avec lui, Mhm. et il nous a renvoyé des photos de paniers remplis de tomates, alors qu'il paraît que là-bas, personne n'arrive à cultiver trop des tomates, parce que ça attrape plein de maladies aussi. Ouais. D'accord. Vous allez être connu mondialement, vous l'êtes peut-être déjà remarqué. Ah oui, oui. Hein? Vous exportez des graines dans beaucoup de pays dans le monde entier? Bah, un peu partout. Un peu partout? Ah d'accord. Et en fait, vous avez commencé il y a combien de temps à cultiver les plantes de manière un petit peu particulière? Bah, ça dépend. J'ai commencé il y a plus de 50 ans. Oui. Et qu'est-ce qui vous a amené à vous dire bah, je vais voir si les plantes peuvent s'adapter, si elles peuvent faire quelque chose de... Mais j'y ai pas vraiment pensé au départ. Oui, C'est au fur et à mesure que je me suis aperçu que les plantes s'adaptaient. d'accord. Donc c'est par l'observation. Oui. D'accord. Mais au départ, j'avais pas l'idée. Je ne suis pas parti d'une théorie pour la mettre en pratique. Oui, oui, oui. J'avais pas de théorie, j'ai fait ce que j'avais envie de faire. D'accord. Voilà. D'accord. Et vous vous êtes aperçu par contre que les semences que vous dispersiez dans la nature avaient tendance, avec le temps, je pense que c'est ce qui s'est passé, avec le temps, avaient tendance à s'adapter. Elles transmettaient donc Ah oui, oui, non, peut-être mais tout ça, après, c'est de l'observation. Ouais. C'est parce qu'il y a plein de gens qui m'ont demandé comment tu arrives à faire ça. Alors je me suis demandé comment j'arrivais à faire ça, parce que je ne pouvais pas leur répondre. Et donc j'ai fini par trouver des explications, et puis à mettre des mots dessus, Mhm. parce qu'en parlant avec des copains chercheurs et tout ça, ça m'a facilité un peu pour mettre des mots, pour expliquer ce que je faisais. Oui, bien sûr. Oui. Voilà. Oui. Oui, on a besoin de mettre des mots sur les choses parfois pour que ce soit plus clair. Surtout pour que ce soit plus facile à les expliquer. Oui, c'est ça. Que ce soit plus clair parce que les autres ont besoin d'explications pour pouvoir éventuellement copier ou pour pouvoir prolonger vos observations. Combien de temps, à votre avis, dans vos observations, combien de temps est-ce qu'une plante met pour s'adapter, on va dire, d'un état de départ comme celui que vous avez utilisé au départ pour devenir Des fois, en une génération, il y a déjà un progrès énorme. une génération, c'est-à-dire d'une année sur l'autre, vous Oui, voulez oui. dire? Ah d'accord. Oui, parce que, par exemple, en fait, j'étais ici depuis que j'étais petit, il y a plus de 52 ou 53 ans. Oui. Et après, quand j'avais 25-30 ans, je suis parti pendant 10 ans dans le Cantal. Oui. Où là-bas, il pleut tout le temps. Oui. Mais j'ai habité 10 ans dans le Cantal. Voilà. Et c'est Je connais. le climat, enfin, c'est pas froid. vraiment le Cantal, c'est une pointe du département du Lot qui rentre dedans Oui. vers la Tronquère. Oui, oui, oui. Oui. Et c'est le climat pareil qu'à Aurillac. Quoi. Hmm. Et donc là-bas, il pleut tout le temps. Hein. Et c'est idéal pour... D'ailleurs, personne n'arrive à cultiver non plus des tomates là-bas. Enfin, les paysans, ils plantent en général 6 pieds de tomates dans leur jardin, et puis ils récoltent 3 tomates au début septembre, et après ils gèlent, et c'est fini. Oui. Voilà. Mais moi, j'arrivais quand même à avoir des tomates dès le 10 juillet, quoi. D'accord. Ouais. D'accord. Mais bon, du coup, j'avais des variétés qui n'avaient jamais connu la sécheresse. Quand je suis revenu ici, et ben, au lieu de me donner des grosses tomates, enfin des tomates moyennes, de Oui. 100 grammes à peu près, et des kilos, et ben, ça m'a donné qu'une ou deux petites tomates cerises, D'accord. la même variété, la D'accord. première année. Oui, oui. J'ai récolté les graines d'ailleurs de toutes les plantes, pas du tout d'une plante qui avait mieux donné, Oui. et il n'y en a même pas 1 ou 2% qui sont mortes. Voilà. Et donc,
Et dès la deuxième année, avec le même été, 6 mois sans une goutte d'eau, les mêmes conditions, j'ai de nouveau eu des tomates de nouveau d'à peu près 100 grammes. Et la première année, ça m'a donné de nouveau dans les 3 kilos de tomates par pied. D'accord. Et la deuxième année, ça m'a donné de nouveau toujours des tomates normales d'une centaine de grammes et plutôt 9 kilos par pied pour cette variété-là. D'accord. Après, il y a des autres variétés qui, chaque année, on récolte Oui. plus de 30 kilos par pied. Ouais, ça c'est impressionnant. Voilà. Ouais, c'est impressionnant. Enfin, par pied, j'exagère peut-être un peu, parce qu'en Oui. fait, on calcule au mètre carré. Oui. Et souvent, au mètre carré, en fait, ça revient au même. Parce que moi, je mets 2 plantes au mètre carré, en gros. Oui. Mais je les taille pas. Ce qui fait que une D'accord. plante, Elle court. ça fait plein de branches. Oui. Hein, Oui, oui. et ça fait un gros buisson. Oui. Et en fait, il y a des gens, par exemple, qui cultivent dans des serres, ils vont planter une plante tous les 8 cm, ce qui fait qu'il y a 20 plantes au mètre carré, mais ils les taillent. Oui, oui. Et en gros, ça revient au même, quoi. D'accord, oui, je comprends. Voilà. D'accord. D'accord. Combien est-ce que vous avez réussi à... Combien de variétés de plantes est-ce que vous avez réussi un petit peu à adapter finalement? Ah ben, tout. Toutes les plantes? Même des céleris qui sont à l'origine des plantes de marécage. Oui. Hein. D'accord. Ah, ça c'est impressionnant. Donc ça veut dire que tous les jardiniers qui le désirent, s'ils s'attachent à récupérer les graines de leurs légumes, ils peuvent arriver avec le temps à faire en sorte que ceux-ci s'adaptent mieux à leur climat et à leur terrain. Oui, normalement. Mais sauf qu'il faut avoir les bases. Oui. Il faut quand même connaître quelques bases, parce qu'autrement on peut faire tout à l'envers et ça peut être catastrophique. Ah d'accord. D'accord.